Bonjour tout le monde, bienvenue à mon café rencontre de ce matin en compagnie du docteur Sébastien Perron. Bonjour, docteur Perron. Bon matin, José. On s'est entendu que, bon, j'avais la permission, on s'est donné la permission, on se tutoie, on va garder ça à la bonne franquette ce matin. Donc, Absolument. mais le docteur Sébastien Perron, il y en a peut-être parmi ceux qui nous regardent ce matin qui t'ont vu parce que tu as eu beaucoup quand même de lumière médiatique. Puis ça, c'est tellement une belle nouvelle. Un médecin qui a du temps d'antenne pour parler de prévention, pour parler de la santé. Tu as sorti un livre qui est vraiment super intéressant. C'est le livre Ton médecin ne te guérira pas. Toi-même, tu es médecin, donc un jeune médecin de 44 ans. Tu travailles à l'hôpital de Shawinigan, faculté également de médecine. C'est à l'Université de Montréal, si je ne me trompe pas. Exactement, oui. Et tout d'abord, en tant que médecin, t'en prends-tu du café le matin? T'étais-tu Oui, quelqu'un qui... oh oui, absolument, tout le temps. C'est bon. Parce que, et j'aimerais ça que ton médecin ne te guérira pas. Moi, c'est sûr que ça me parle énormément au niveau de la prévention parce qu'au Québec, on parle beaucoup de la maladie, mais on ne parle pas beaucoup de la santé. C'était quoi, toi, ton moment où tu t'es dit, bon, là, il faut faire de quoi? Il faut que j'écrive là-dessus. Il faut parler de prévention au Québec. Oui, mais la médecine a fait des grandes choses dans le dernier siècle ou deux. Tu sais, il y a 100 ans, l'insuline n'existait pas, la pénicilline n'existait pas, la chirurgie était à ses débuts. Dans les 2 derniers siècles, on a doublé notre espérance de vie. On a vraiment fait des belles choses. Puis là, les gens en sont venus à s'en remettre beaucoup à la médecine Oui. pour leur santé. Mais c'est une fausse bonne idée. Puis on est en train de le voir actuellement parce que les jeunes actuellement sont la première génération en 2 siècles qui risquent de vivre moins longtemps que leurs parents, justement parce que nos habitudes de vie se sont beaucoup dégradées. Et puis, ton médecin ne te guérira pas, c'est justement parce que moi, je suis un spécialiste en médecine interne, donc moi, je suis en deuxième ligne. Quand les gens frappent à ma porte pour venir me voir, mais systématiquement, la maladie est déjà bien installée. Et puis, tout ce que je peux faire, c'est essayer de contrôler leur maladie, en réduire la vitesse d'évolution, diminuer les symptômes, mais je ne pourrais pas guérir leur maladie. Alors, à chaque fois, je me disais, si j'avais pu les voir 5, 10, 15, 20 ans avant pour les aider à améliorer leur hygiène de vie puis prévenir cette maladie-là, mon Dieu, que ça aurait fait une différence. Mais ça, je n'ai pas cette opportunité-là. Alors, je me suis dit, si par le livre, je réussis à rejoindre ces gens-là puis à prévenir des maladies, mais j'aurais fait une différence. Puis même si la maladie est déjà installée, on néglige trop nos habitudes de vie dans les traitements parce qu'on ne peut pas contrôler un diabète si on ne fait pas attention à ce qu'on mange. On ne peut pas contrôler un asthme si on continue de fumer. Alors, tant pour prévenir que pour traiter les maladies, notre hygiène de vie, ça a vraiment un impact majeur. Et puis quand je regarde, parce que dans le livre, moi, je parle de 4 piliers là, qui Oui, sont oui. bien s'alimenter, bouger, ne pas fumer et ne pas surconsommer de l'alcool. Si on fait ces 4 choses simples-là, on peut prévenir 80 des maladies cardiaques, 80 des AVC, 80 des diabètes et 40 des cancers. Ça, ce que je viens d'énumérer, c'est les maladies qui nous font mourir prématurément. Alors, tant individuellement que en termes de société, il faut changer notre focus pour revenir à la prévention. Tu parles de société, revenir à la prévention. Moi, je trouve ça fascinant, le budget. Je ne veux pas qu'on fasse de politique, mais juste quand même conscientiser le budget santé au Québec. Là, le ministère de la Santé, quand on paye nos impôts chaque année, là, on est dans le temps, on va faire nos rapports d'impôts. C'est ça qui prend la grosse proportion d'argent du Québec, ça va dans la santé. Mais au niveau de la prévention, ça fait pitié, là. C'est quoi? C'est 2 quelques pourcents du budget de toute la santé du Québec qui va dans la prévention. C'est Exactement. incroyable. Ton livre aurait dû être subventionné. Tu sais, tant qu'à ça, ça fait partie vraiment de l'importance qu'on devrait y accorder. Mais je suis d'accord. Puis même le Québec, on a une longueur de retard par rapport même à l'Ontario. Et puis, c'est 2,4 du budget du Québec, mais du budget de la santé, c'est-à-dire, mais Oui, le budget de la santé, c'est presque 50 du budget du Québec. oui. Puis ça risque de monter avec le vieillissement de la population, puis le fait qu'on est de plus en plus malade et de plus en plus tôt. Ça pourrait monter jusqu'à 70 selon certains économistes. Puis ça, c'est une fausse bonne idée. Puis on a juste à regarder du côté de nos voisins américains pour s'en rendre compte. Eux autres, en termes de dépenses par personne en soins de santé, c'est les premiers au monde. Pourtant, quand on regarde leur espérance de vie, ils sont 31e. Et puis ça a été
Et regardez, il y a des gens qui ont été suivis pendant presque 40 ans, des dizaines de milliers de personnes, puis ils se sont dit comment ça se fait que nous autres, on dépense beaucoup pour notre santé, on est le pays le plus riche avec les meilleurs médicaments, les meilleures technologies. Comment ça se fait qu'on est 31e pour l'espérance de vie? C'est leurs habitudes de vie. Puis s'ils amélioraient leurs habitudes de vie aux États-Unis, ils pourraient vivre 10 à 15 ans plus tard, puis facilement rattraper ce gap-là. Ils pourraient diminuer leur mortalité cardiovasculaire de 80 puis diminuer leur mortalité par cancer de 65 Alors, c'est là qu'on voit que les maladies qu'on a l'impression qu'ils nous tombent dessus comme une tonne de briques, ce n'est pas une fatalité. Il y a moyen de prévenir les choses. Mais ça, j'aimerais qu'on l'aborde aussi tantôt parce qu'il n'est jamais trop tard. Tu sais, parmi ceux qui nous regardent, il y en a peut-être dans vingtaine, cinquantaine, soixante-dizaine. Il n'est jamais trop tard là, pour mettre en place en tout cas, des améliorations dans notre qualité de vie. Mais juste avant, ça nous rejoint, puis je veux pas, mais dans notre épicerie, là, dans toutes nos épiceries du Québec, même de l'extérieur, il y a 74 de tous les produits qui existent en épicerie qui contiennent du sucre ajouté. Ça fait partie des aliments transformés qui ont transformé d'ailleurs notre espérance de vie et notre santé. Le fait qu'on ait des aliments autant transformés, qu'il y ait autant de sucre un peu partout, c'est incroyable. Notre consommation de sucre dans le dernier siècle est passée de 5 kilos par habitant par année à 40 kilos par personne par année. Donc, on a multiplié par 8 la quantité de sucre. Si on pense que c'est sans conséquence, ben, c'est assurément faux. Puis on se fait manipuler par l'industrie partout. Même nos jeunes, chez nos jeunes, la première source de sucre ajouté, c'est les boissons sucrées. Mais ces boissons sucrées-là sont en vente à l'école, sont en vente à l'aréna, au centre sportif, sont en vente partout. On se fait manipuler par l'industrie. Puis oui, ce serait la première chose à renverser, le sucre. Je suis d'accord. Puis en même temps, il y a un sentiment qui existe tant que la personne ne frappe pas son mur, on dirait. Là, il y a un sentiment d'invincibilité par rapport à notre santé. On sait toutes que si on ne fait pas attention à notre maison, ça se peut que bon, elle ait moins de valeur de revente quand ça va être le temps de la vente. On ramasse de l'argent pour profiter de nos vieux jours, faire des activités, jouer au golf à notre retraite, etc. Mais faire attention à notre santé, investir dans notre santé, on dirait que ce n'est pas une priorité pour plusieurs personnes. Oui, notre santé, moi, ce que je dis, c'est comme l'électricité. On a l'impression qu'elle est là et qu'elle est toujours là. Mais quand on manque d'électricité pendant ne serait-ce que quelques heures, on se rend compte à quel point on en est dépendant. Puis notre santé, c'est la même chose. Une fois que la maladie s'est installée, on se rend compte à quel point la santé, c'était important pour nous. Puis il faut y faire attention parce que contrairement à n'importe quel objet qu'on a, dont l'image de l'auto que je prends dans le livre, là, notre corps, lui, on ne peut pas dire après quelques années, bien, il a accumulé assez de dommages ou j'en suis tanné, je le change. On a un seul corps. Alors, on aurait tout avantage à en prendre soin parce que les moyens de le réparer sont assez limités. Puis, on n'a surtout pas de pièces de rechange. Notre corps, il faut bien en prendre conscience. C'est notre objet de liberté, mais ça peut aussi devenir notre prison. C'est celui qui nous permet de vivre, mais c'est celui aussi qui va devenir notre cercueil. Alors, on a tout avantage à en prendre soin. Puis, quand on regarde la façon qu'on investit dans sa santé, c'est exactement comme dans un compte en banque. Plus on y cotise tôt, de façon régulière et de façon significative, plus qu'on va en récolter les bénéfices à long terme. Puis vous avez juste à prendre la différence entre des individus. Si vous allez dans une école primaire et vous demandez aux élèves de courir 1 kilomètre, ils vont tous le faire. Allez au cégep, demandez aux élèves de courir 5 kilomètres. Là, déjà, vous venez d'en perdre beaucoup. Puis, au fil des années, comme ça, il y a des différences entre les individus. Moi, j'ai des gens de 75 ans qui font encore de la plongée sous-marine, alors que j'en ai d'autres qui ne sont pas capables de se lever de leur lit parce que, justement, je comprends là, on n'est pas tout le temps responsable, puis des fois, on a des bad luck dans la vie. Ça, je suis conscient de ça. Mais il reste que, dans une très large proportion, on est capable d'avoir un impact, un grand rôle sur l'évolution de notre santé. On s'en remet beaucoup trop, entre autres, à la génétique, mais dans notre société actuelle, les maladies sont beaucoup plus transmissibles d'une génération à l'autre par les habitudes de vie que par les gènes. Je m'explique. Si quelqu'un vient me voir et dit « Moi, j'ai tellement peur d'être cardiaque là, parce que mon père est mort d'une maladie cardiaque, et ma mère aussi », bien souvent, cette personne-là fume comme son père, mange pas bien comme ses parents. Je veux dire, c'est les habitudes de vie qui se sont transmises, mais la personne a un impact là-dessus.
Puis au niveau, on se fie beaucoup aussi, je trouve, en général, les médicaments. Ah, ben, si je suis malade, c'est pas grave, je vais prendre des médicaments, mon médecin va me suivre. Puis c'est comme aussi si on avait de la difficulté à se responsabiliser, puis là, c'est un grand mot, mais vraiment avoir et comprendre le pouvoir qu'on a, tu sais, sur notre corps, sur notre santé. Exactement. Les médicaments sont là pour essayer de neutraliser la maladie, mais ils ne la font pas disparaître. Souvent, je dis aux gens, avez-vous des maladies? Puis ils me disent non. Là, je regarde la liste de pilules, ils prennent 10 pilules. Je dis, mais vous prenez des pilules de diabète, la pression, le cholestérol. Ils disent, moi, mais j'en fais plus. Non, non, vous en faites encore, parce que si on arrête ces pilules-là, ça va tout rebondir, ces choses-là. Puis ces médicaments-là, par exemple, les pilules pour le diabète, ça vient un peu neutraliser le diabète, mais le diabète continue de faire son œuvre quand même. Alors, si vous êtes diabétique à 30 ans, bien, soyez assuré que même si vous prenez vos pilules dans les 40, 50 prochaines années de votre vie, vous allez accumuler des dommages à vos yeux, à vos reins, à vos nerfs, etc. Parce que le médicament, bien qu'efficace, demeure imparfait, ça ne sera jamais comme avant. Moi, dans le livre, j'ai trouvé ça intéressant parce que tu t'inspires du serment d'Hippocrate là, qui disait avant de guérir quelqu'un, demande-lui s'il est prêt à abandonner les choses qui le rendent malade. En proportion, dans ta carrière, il y en a combien qui sont prêts à faire ces changements-là? Euh, Écoutez, moi, j'habite dans une région quand même défavorisée. Là. Fait que ça a un impact sur le style de vie. Même à Québec, là, dépendamment de la Haute-Ville, la Basse-Ville, les gens qui sont capables de tourner sur un dizaine, c'est pas pareil parce qu'on n'a pas toutes les mêmes opportunités dans la vie. Mais personnellement, je pense pas que c'est plus que 20 qui sont prêts à dire OK, je change tout, là, je m'y mets, puis je change les choses. Mais À c'est moins sûr. d'avoir peur de mourir, à moins de te faire dire si tu ne fais pas attention, il te reste 6 mois à vivre. Là, il y a un choc. Oui, bien, c'est ça, parce qu'il y a beaucoup de magie dans tout ça. Tu sais, quelqu'un, moi, quand je regarde la liste de quelqu'un, puis je dis, fumez-vous encore, puis il me dit non, je le sais tout le temps quand il a arrêté de fumer, c'est quand il a fait son infarctus en 2015 ou son cancer du poumon en 2012. Ça, je le sais. Mais c'est ça, il faudrait arrêter de devoir toujours foncer dans un moule pour prendre cette prise de conscience-là. Puis c'est ça que j'ai voulu faire avec mon livre Ton médecin ne te guérira pas, montrer à quel point c'est important de prendre soin de soi soi-même pour éviter de tomber malade, parce qu'une fois qu'on est malade, on ne peut pas revenir en arrière. Si la personne, son but, c'est d'être en santé et de ne pas prendre de médicaments, bien, ça revient à dire qu'il ne faut jamais tomber malade, puis ça souligne toute l'importance de la prévention. Puis même en tant que médecin, ce qui est un peu catastrophique aussi, c'est de voir à quel point l'obésité, tu sais, chez les jeunes, ça a augmenté au Québec, mais les Nord-Américains en général, même les Français, c'est rendu au niveau de l'obésité, qu'ils ont une préoccupation très grande. Mais tout ça pour dire que chez les jeunes, on voit de plus en plus aussi des jeunes avec du diabète, ce qu'on ne voyait pas avant. Tu sais, fait puis je me dis, comme parent, se responsabiliser, c'est une chose, mais quand on a des enfants, on a une responsabilité. Puis je me dis, l'exemplarité. Tu sais, en partant, toi-même, tu es père de 4 enfants. Fait que tu le vois, tu as ton champ, tu as ton terrain de jeu. Toi-même, tu peux voir comment les jeunes d'aujourd'hui ont accès à toutes sortes d'affaires. Fait que l'exemplarité, je pense que c'est peut-être quelque chose d'important, de le démontrer à nos enfants de par nos propres actions. Exactement. Oui, je suis très d'accord. Puis, il faut protéger notre cellule familiale. Puis, la façon de la protéger, là, c'est assez simple. Ça dure 1 heure par semaine. Quand vous allez faire l'épicerie, là, ce que vous mettez dans votre panier d'épicerie, c'est des fruits, des légumes, des produits non transformés. Vous ne mettez pas toutes sortes de cochonneries dans votre panier d'épicerie parce que quand votre jeune va revenir de l'école à 3h30, il aura beau avoir 50 livres de pommes sur votre tablette de garde-manger. S'il y a juste une palette de chocolat, c'est sûr que ça va être la palette de chocolat qui va y tenter. Puis on est toutes faites comme ça. On est des animaux comme les autres. Alors, regardez des fourmis marcher là, qui transportent des petits bouts de feuilles. Là, mettez juste une goutte de sirop d'érable, vous allez voir que les bouts de feuilles droppent rapidement, puis c'est le sirop d'érable qui les intéresse. On est fait comme ça, on est des animaux comme les autres. Puis à partir de ce livre-là, d'ailleurs, qui est disponible partout, si on revient aux 4 piliers en conclusion, j'insiste parce que je trouve ça important, quel que soit l'âge de la personne qui nous regarde, là, ces 4 piliers-là sont quand même simples. Mais à mettre en exécution, c'est là qu'il va falloir se parler un petit peu tous les jours, mais bien manger, bouger,
Je lisais même ce matin que les gens qui bougent, là, que ce soit juste de prendre une marche, tu n'as pas besoin de faire des triathlons et tout ça, ça rend heureux en plus. Un coup que tu as fait ta marche, là, ça te rend heureux, tu es comme content, fait que ça t'aide aussi pour ta santé mentale. Fait qu'il y a un mélange qui est En- intéressant aussi. Encore plus loin que ça, marcher 10 000 pas par jour, là, ça prévient le risque de démence de 50. Il n'y a aucun médicament qui fait ça. Là. Fait que c'est vraiment très efficace, juste la marche. Revenons à la base. Manger simplement ce que la nature nous offre. Bouger simplement sans devoir faire des Ironman. Juste, puis arrêter de s'intoxiquer avec de la cigarette, puis de l'alcool, puis toutes sortes d'affaires. Là. Revenons à la base, vivons comme des humains que nous étions dans les 5 derniers millions d'années, puis ça va bien aller. On n'est pas fait pour la révolution industrielle, puis tout ce qu'on a à ajouter dans notre style de vie. On n'est pas fait pour ça. Il faut revenir à un mode de vie plus simple. Alors, docteur Sébastien Perron, merci beaucoup pour ce café. Très apprécié. Puis j'espère qu'on aura l'occasion de se reprendre pour promouvoir la santé, la prévention de la santé. Ça me fait plaisir. Puis juste un petit visuel là, pour les Oui. gens, ça ressemble à ça, le livre disponible partout. Mais montre-le encore, montre-le encore. Je suis contente que tu l'aies, je le savais parfait. Donc, ton médecin ne te guérira pas aux éditions Saint-Jean. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Merci tout le monde. Partagez cette entrevue. On va tous ensemble participer à la prévention de la santé. Bye bye, merci. Merci, au revoir.